la vision et la mission de la boîte, elle change pas. Donc en fait, on est vraiment aligné par des valeurs et une vision qui est commune, une mission qui est commune, j'ai envie de dire, qui est de se dire, bah en fait notre mission c'est de rendre la santé mentale accessible à tous, de faire en sorte que prendre soin de sa santé mentale ce soit simple, déstigmatisé et qu'on aide les gens à créer les bons réflexes pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale un peu comme ils feraient avec leur santé physique. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Hello Julia. Salut Vincent. Comment ça va ce matin ? Super, merci, et toi ? Bah écoute, ouais, plutôt bien, très content de faire ce podcast avec toi. Et bah ravi également. Ça, c'est un vrai plaisir. Bah écoute, pour commencer directement, est-ce que tu peux te présenter, Julia, s'il te plaît, pour les gens qui t'écoutent ? Avec plaisir. Donc, je suis Juliane Elbis, je suis cofondatrice et CEO de Teal. Et est-ce que tu peux du coup nous présenter le super concept de Teal que Avec personnellement plaisir. j'aime beaucoup. Merci. Teal, c'est la première plateforme de santé mentale holistique dédiée aux collaborateurs. Et donc concrètement, notre mission, c'est de rendre le fait de prendre soin de sa santé mentale accessible à tous et de manière surtout déstigmatisée, préventive autant que curative, et de façon à la fois individuelle et collective dans l'entreprise. Et c'est pour ça que du coup tu parles d'approche holistique, c'est ça ? Exactement. L'approche holistique, pour nous, c'est un concept qu'on a un peu réinventé dans le monde de la santé mentale, avec plusieurs piliers, et notamment le côté individuel et collectif. Individuel qui soit personnalisé et collectif qui soit drivé par la donnée et la data, quoi, comme on dit généralement dans le monde des startups, et qui soit à la fois préventif, et c'est hyper important le préventif, j'imagine qu'on va avoir largement le temps de revenir là-dessus. Tout à fait. Et le curatif, donc plus le moment où effectivement on a déjà quelque chose qui va pas bien. Alors, effectivement, on va avoir le temps de revenir là-dessus en détail, mais avant ça, comment est-ce que l'idée t'est venue de te dire tiens, je vais entreprendre dans le domaine de la santé mentale ? Parce que ça paraît pas être le chemin le plus naturel, tu vois, pour beaucoup de gens, c'est l'affaire des médecins, entre guillemets, et voilà, quoi. Oui, tout à fait. Et d'autant que effectivement, moi, j'ai pas un parcours ni de médecin psychiatre ni de psychologue. Donc déjà, on en reparlera aussi, j'imagine. Mais donc dans l'aventure Teal, on est quatre cofondateurs. Moi, personnellement, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui m'a toujours intéressée d'un point de vue de comprendre mieux les mécanismes du cerveau, les neurosciences, etc. Et plus récemment, j'ai été plongée un peu malgré moi dans ce sujet-là parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche de façon très brutale, et fin 2018. Et c'est vrai que dans cette période, dans cette longue période de deuil qui a suivi, je me suis rendu compte de plein de choses, et notamment du fait que la santé mentale, c'était un sujet très mal compris, encore très tabou. Donc dans la société en général, c'est vrai, dans certains milieux en particulier, mais surtout en entreprise. Et je me suis rendu compte aussi que la thérapie, qui n'était pas quelque chose de naturel pour moi, avait été d'un très grand soutien, que aussi on pouvait apprendre des tonnes de choses accessibles, actionnables, mais de façon assez difficile, dans le sens où il faut lire des bouquins et des bouquins et des bouquins, des théories de recherche, etc. Et donc ça m'avait beaucoup interpellée. Et donc pas mal de temps a passé après cet épisode, et quand on a commencé à réfléchir avec les trois personnes qui sont bien après devenues mes associés au sujet qu'on avait envie de traiter, c'est vrai que le sujet de la santé mentale, il est apparu assez vite comme un sujet fondamental qui nous touche tous, qu'on comprend mal, qu'on adresse mal, collectivement dans la société, dans l'entreprise et individuellement, et où il y avait vraiment tout à reconstruire, à réapprendre, à réinventer. Donc c'était un beau défi qui nous parlait, qui avait plein de sens pour nous. Oui, en fait, du coup, tu as construit un peu le compagnon au sens anglais du terme. En gros, le truc qui est capable de t'accompagner et de t'orienter dans une période où tu as besoin de pouvoir être aiguillé assez facilement vers les bonnes ressources, etc. Ouais, c'est marrant que tu utilises ce mot. Ouais, C'est exactement un peu créé ça. le produit que t'aurais voulu avoir à un moment donné, quoi. Exactement.
Ok, super. Exactement. Et en, Ouais, et en c'est général, ça exactement donne des ça. bons produits, ouais, effectivement. Moi, j'espère. Alors écoute, à titre perso, je l'ai pas testé. On en reparlera après. Mais Mais tu pourras avec plaisir, avec plaisir. c'est vrai, ce serait un plaisir. Trop bien. Et alors du coup, justement, tu parlais du tabou autour de la santé mentale, et c'est un truc où je suis d'accord avec toi. Enfin, encore aujourd'hui, quand tu discutes avec des copains et que, enfin, il y en a un qui va te dire qu'il va voir un psy, il y en a toujours deux ou trois qui vont le regarder en mode, enfin, Mm. il est du coup, il est probablement malade ou fou ou quelque chose comme ça. Et enfin, moi, je suis totalement aligné avec toi. Et c'est pour ça que j'aime autant ton produit sur le fait que ça devrait aller de soi, en fait, de pouvoir prendre soin de soi aussi dans sa tête. Mais comment tu fais pour lancer un business sur quelque chose qui est encore aussi tabou aujourd'hui en France? Je sais pas si c'est autant le cas à l'étranger ou plus ou moins, mais en France c'est le cas, quoi. Ouais, bah c'est une super bonne question. Alors, comment on fait? Déjà, il y a le comment, mais il y a le pourquoi. En fait, le tabou, c'est une des Hmm. raisons d'être aussi de notre projet et un des faits qui fait que c'est aussi important et qu'il faut vraiment briser ce tabou parce que c'est un peu c'est la clé de voûte du problème quelque part. Donc c'est peut-être aussi la clé de voûte de la solution. Donc comment tu fais concrètement? Bah en fait, faut s'armer d'un peu de courage. C'est vrai que dans les premières discussions qu'on a eues au tout début, donc quand le projet était vraiment plus en stade de POC ou de réflexion sur est-ce qu'il y a quelque chose à faire et comment, le discours était pas du tout le même parce qu'il y avait très fort ce tabou dans les entreprises, même auprès des gens qui pouvaient devenir les futurs utilisateurs, donc toi, moi, etc. Et en fait, comment on a fait? Je dirais qu'on a utilisé ce tabou et cette relation qu'on a avec la santé mentale aujourd'hui en France, qui est super différente d'un pays à l'autre, et on pourra y revenir si tu veux. En fait, on a utilisé ce tabou pour construire notre produit. C'est-à-dire que dans la façon dont on a construit notre offre, on s'est dit, OK, bah, comment on fait en fait pour lever toutes les barrières qui existent aujourd'hui? Donc, tu as une partie sur la marque, sur la façon de comment est-ce qu'on parle différemment de la santé mentale, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'éducation. Et il y a une partie sur comment est-ce qu'on lève les différentes barrières qui vont avec, donc comment est-ce qu'on rend le parcours le plus fluide possible, Hmm. bah, notamment dans l'application. Tu vois, la première chose que tu fais, ça va être de cartographier ta santé mentale. Donc c'est la première manière pour dire, OK, alors, tout le monde va se dire j'ai pas de problème de santé mentale, ouais, mais tout le monde a aussi envie de se connaître un peu mieux, de savoir un peu ce que ça veut dire et un peu intrigué. Donc hop, tu crées un premier lien. Et puis ensuite, en faisant cet indice propriétaire de santé mentale qu'on a développé, bah, tu te rends compte que tu peux travailler sur certains aspects, que la santé mentale c'est pas que la maladie, c'est beaucoup 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 plus large, comme la santé physique, soit dit en passant. Ouais, tout à Euh, fait. Ensuite, tu as une partie qui est vraiment très interactive. On a vraiment intégré tous les codes du digital, de la consommation des médias d'aujourd'hui dans la façon dont on a construit l'application. Et enfin, le passage vers je vais consulter quelqu'un si j'en ai besoin, il est le plus fluide possible et le plus naturel possible. Donc je dirais qu'en fait, on a vraiment utilisé cette relation particulière qu'on a avec la santé mentale pour la mettre au cœur de la façon dont on a construit le produit, justement pour lever le tabou. Et du coup, effectivement, t'enlèves les barrières du type l'enfer de chercher un psy sur Doctolib ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, Exactement. je vois bien. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur on a tous on a notre propre conception de la santé mentale. Je reviens à un truc, si le fait que tu m'as dit que vous êtes 4 cofondateurs, Mm-hmm. ce qui est relativement beaucoup. Et alors, enfin, tu vois, déjà de manière générale, quand tu montes un business à plusieurs, c'est pas évident de se dire on va rester aligné sur où est-ce qu'on veut aller. Mais là, en plus, tu travailles sur un sujet où ça doit être très, 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 très dur de pas pousser respectivement vos propres projections de ce que ça devrait être par rapport à ce dont vous pouvez avoir besoin à un moment T, quoi. Enfin, tout le monde doit avoir sa propre image et je suis pas sûr qu'on puisse avoir une image complète tout seul de la santé mentale au moment de se lancer avant d'avoir totalement étudié le sujet. Donc, comment vous avez fait pour rester aligné sur à la fois votre vision du produit, comment est-ce que vous l'avez créé et comment est-ce que vous restez aligné là-dessus aujourd'hui dans une phase où vous êtes hyper dans l'opérationnel et dans l'urgence, j'imagine, de manière régulière, quoi. Ouais, bah c'est intéressant ce que tu dis. En fait, t'as vraiment le côté la vision et la mission de la boîte, elle change pas. Donc en fait, on est vraiment aligné par des valeurs et une vision qui est commune, une mission qui est commune. J'ai envie de dire, qui est de se dire, bah en fait notre mission c'est de rendre la santé mentale accessible à tous, de faire en sorte que prendre soin de sa santé mentale ce soit simple, déstigmatisé et qu'on aide les gens à créer les bons réflexes
pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale un peu comme ils feraient avec leur santé physique. Et ça, si tu veux, ça change pas. C'est notre lumière. On sait pourquoi on est là et on sait ce qu'on veut faire. Ensuite, ce qui change, c'est plus effectivement voilà, comment est-ce qu'on va le faire et opérationnellement, comment on est rattrapé par ça tous les jours. Et c'est vrai que être cofondateur d'une startup, c'est un peu, enfin, t'es à la fois le pompier, tu fais des trucs hyper opérationnels, parfois un peu ingrats, un peu répétitifs, etc. Et en même temps, bah, t'es garant, t'as raison, de la vision et du fait qu'on aille tous dans le même sens. Ou comment on fait, je dirais que il y a cet attachement très fort à la mission de la boîte. Ensuite, on la décline en stratégie. La stratégie, on la revoit ensemble, voilà, régulièrement. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, c'est assez classique, hein, on utilise beaucoup les OKR. Et en fait, ça t'aide pas mal parce que tu changes, t'as ta vision qui s'incarne dans une stratégie. La stratégie, tu peux la revoir. La vision, elle change pas. Ta mission, elle change pas. Mais la stratégie, tu la revois, tu l'adaptes au marché, etc. Et ensuite, tu la déclines en OKR, donc Operational Key Results. Et en fait, ces OKR, déjà, tu les diffuses dans la boîte. Donc chacun a ses OKR et est sûr d'être aligné, d'avancer dans le même sens, etc. En fait, ça donne beaucoup de transparence et ça t'aide aussi, bah, toi en tant que cofondateur et chaque membre de l'équipe, quand t'es pris dans l'opérationnel, dans le jus de la vie courante, des urgences de l'entreprise, de dire, OK, est-ce que je travaille bien sur les bons sujets? Est-ce que ça contribue à quelque chose qui va dans le bon sens ou pas? Et c'est vrai que ça nous aide pas mal. Après, entre nous, entre les 4 cofondateurs, on essaye aussi vraiment de garder du temps pour prendre de la hauteur, on s'extrait un peu du business pour essayer, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce risque d'être un peu happé dans l'urgence, exactement. Non mais effectivement, ouais, les OKR, c'est top que t'en parles comme ça, parce qu'effectivement c'est un très bon moyen de ramener sur terre les trucs qui sont parfois un peu fumeux de mission et de vision pour certaines personnes. C'est pas du tout le cas, tu vois, mais ça permet de les ancrer dans l'opérationnel, et effectivement ça a plein d'autres bénéfices. Enfin, t'as pas de silo, t'as de la transparence, etc. Donc effectivement c'est top. Et alors, je me suis posé une autre question quand j'ai découvert du coup Teal et tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, votre modèle, si je me trompe pas, c'est d'être sur une plateforme. En gros, tu vends ta solution à une entreprise qui, en retour, va donner accès à ta solution à tous ses collaborateurs. Oui. C'est ça. Et alors, du coup, toi, comment est-ce que tu positionnes le rôle de l'entreprise par rapport à la santé mentale? Parce qu'on pourrait penser que c'est une problématique qui est très individuelle et entre guillemets, on va te dire j'ai une séparation pro-perso et mon employeur va pas se préoccuper de ma tête, quoi. Ouais, alors moi j'ai plutôt la vision totalement inverse et c'est vraiment la vision inverse qu'on porte avec Teal. Je me souvent le diable, hein, je sais, t'as raison. Mais en fait, ce qui est intéressant, déjà, c'est de repartir juste de la définition de l'OMS de la santé mentale. D'ailleurs, tu parlais on a tous une vision différente de la santé mentale. Ce que dit l'OMS, c'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui te permet de te réaliser en tant qu'individu, de faire face aux difficultés ou aux épreuves de la vie, de contribuer significativement et productivement à ton travail ou à ton entourage ou à ta communauté. Donc, si tu veux, quand on reprend cette définition, on voit que ça a pas beaucoup de sens de se dire il y a la santé mentale au travail et la santé mentale en dehors du travail. Ensuite, quand on se prend soi-même, chacun en réfléchissant au rapport qu'on a avec sa santé mentale, faisons l'exercice de dire est-ce que vraiment c'est pertinent de séparer stricto sensu la santé mentale au travail et la santé mentale tout court. En fait, on n'est pas deux individus, on est le même individu et on vient avec nos problèmes au travail ou on les ramène à la maison et vice versa. Et ça, d'autant plus, c'est vrai, voilà, structurellement, mais c'est encore plus vrai quand on réfléchit à la dynamique de télétravail dans laquelle on est aujourd'hui, où les frontières sont de plus en plus poreuses, etc. Donc, il y a cette question de la pertinence en fait entre santé mentale, santé mentale au travail, santé mentale personnelle ou individuelle, je sais pas comment on pourrait dire, qui se pose plus trop, j'ai l'impression. Et ensuite, pourquoi le rôle de l'entreprise là-dedans, parce que c'est un peu ça la question que tu me poses en filigrane, c'est de se dire en fait l'entreprise, moi j'ai envie de dire d'aujourd'hui, peut-être de demain aussi, je pense que c'est une entreprise qui a compris que le capital humain, c'est quand même l'asset le plus précieux qu'on peut avoir, premièrement. Donc
au cœur de ça, ça dit quand même que il y a une importance au fait que les gens se sentent bien et une bonne santé physique, mentale dans les deux cas. Ensuite, il y a aussi un autre sujet qui est de se dire si il n'y a pas cette conviction presque philosophique du rôle de l'entreprise, il y a ce que demandent les collaborateurs. Aujourd'hui, par exemple, en France, on sait qu'il y a 76% des collaborateurs qui attendent de leur entreprise qu'elle prenne position sur cette question. Et c'est encore plus vrai quand on regarde ce que pensent les plus jeunes générations, donc disons les 24-38 ans, il me semble, on est au-delà de 80%, alors que quand on regarde les générations qui sont un peu plus seniors, au-delà de 50 ans, on est plutôt en dessous. Donc on voit aussi qu'il y a un changement un peu de paradigme qui est générationnel. Et ensuite, s'il faut encore un argument, il y a aussi l'intérêt en fait de l'entreprise. Et ce qui pose l'intérêt, alors c'est évidemment c'est le poids humain de la santé mentale qui est mal adressé, mais ça passe aussi par le poids financier, le coût financier de la santé mentale mal prise en charge, ou que quand c'est un sujet qui est mal adressé par l'entreprise, il est évalué. Alors plein d'études plus ou moins robustes qui parlent de la question. Une étude qui est assez conservatrice et qui est très robuste, c'est une étude de Deloitte qui montre que c'est 2 000 € par an par collaborateur dû à la santé mentale mal adressée. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que c'est ces 2 000 €. Alors, il y a évidemment de l'absentéisme, il y a évidemment des départs de l'entreprise, voulus, non voulus. D'ailleurs, il y a une autre étude de Harvard Business Review qui montre que 50% des millennials ont déjà quitté un job pour des raisons liées à leur santé mentale. Donc, c'est pas anecdotique quand même. Et la troisième cause qui explique ce coût, qui est beaucoup plus caché, c'est le présentéisme. En fait, le présentéisme, c'est le fait, tu vois, tu le vois pas forcément, mais tes collaborateurs, ils sont moins engagés, ils sont moins à leur travail parce qu'ils sont plus à leurs problèmes, ils arrivent pas au maximum de leur potentiel parce qu'ils sont pas bien. Et en fait, quand on a dit ça, on se demande un peu comment c'est possible que l'entreprise se pose encore la question de est-ce que c'est mon rôle, est-ce que c'est pas mon rôle. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, dans ce que tu disais sur ce changement générationnel, entre guillemets, un des problèmes que tu peux rencontrer, j'imagine, c'est qu'aujourd'hui, les décideurs dans les entreprises, c'est encore une génération pour qui, pendant longtemps, en tout cas, probablement eux, la manière dont ils ont été managés, et, entre guillemets, élevés dans le monde du travail, c'est tes problèmes, ils restent à la porte du bureau. Quand tu viens, t'es là pour être productif. Oui, c'est totalement. que même nos générations, on a entendu, tu vois. Enfin, et d'autant qu'on reprend, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le tabou. En fait, le tabou, il est le plus ancré. Donc, le mythe du super-héros, de la super-héroïne, de pas accepter sa vulnérabilité, de la difficulté à aborder ses émotions, etc. Bah oui, ça se voit très fort. Ça se voit Et d'ailleurs, complètement. c'est aussi un peu de ça qu'on parle dans notre série documentaire Untold que t'as sûrement regardé, où on donne la parole à des personnalités remarquables, voilà, qui peuvent être des CEO de boîtes, pas que. Tu verras dans les prochains épisodes. Je mettrai le lien vers Untold dans la bio. Et c'est aussi de ça qu'on parle. C'est aussi de dire, bah en fait, c'est pas parce qu'on a réussi, c'est pas parce qu'on est un leader, c'est pas parce que en fait, ça existe pas le mythe du super-héros, et assumer ses vulnérabilités et les adresser, et les surmonter, c'est ça la vraie force en fait. Tout à fait, et ça fera de toi souvent un bien meilleur leader par ailleurs à la fin. Et justement, tu vois, c'est intéressant parce qu'on dit on oppose toujours un peu l'individu et l'entreprise. Mais si tu veux, ma conception du truc, c'est que l'entreprise, c'est juste la somme des gens qui bossent dedans, quoi. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, à savoir les dirigeants, les directeurs, tu l'appelles comme tu veux, et en gros les managers qui vont être un peu plus opérationnels. Et toi, pour toi, c'est quoi le rôle justement de ces personnes qui sont en position d'encadrement, on va dire, par rapport au sujet de la santé mentale de leurs collaborateurs? Bah, déjà, je trouve qu'en tant que leader, il y a un rôle un peu pionnier aussi. Et donc, quand on est à un moment où on est à un changement de paradigme, en tant que leader, se pose la question de quel côté on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être plus du côté du changement et dans la transformation et dans l'innovation, ou plutôt dans le monde d'hier, quoi, quelque part. Donc, je pense qu'il y a déjà un peu ce rôle de pionnier, d'impulser le changement. Et ça recoupe un peu avec mon deuxième point, qui est qu'il y a une question de rôle modèle aussi. Et le rôle modèle, c'est aussi de dire, bah, en fait, être capable d'en parler, d'assumer, et encore une fois, c'est de ça dont on parle aussi dans Untold, de dire en fait, tous les dirigeants peuvent aussi accepter leur rapport à leur propre santé mentale avant de parler de celle de leurs collaborateurs, et l'accepter. Et il y a un rôle qui est fondamental, qui est de dire, en fait, la culture d'une boîte,
elle est aussi impulsée, et fort heureusement, c'est pas que du top down, mais elle est aussi impulsée par la culture que porte le leadership. Et donc c'est pas simplement une personne, c'est pas simplement le codir, mais c'est vraiment le leadership global de l'entreprise. Et ça, dans le changement culturel, c'est absolument essentiel. Donc si ce message, nous, c'est ce qu'on dit toujours, on s'adresse en particulier aux ressources humaines, parce que on parle d'humains et c'est assez évident que ce soit un sujet qui leur revienne. Mais évidemment, c'est aussi un sujet qui est un sujet des dirigeants, des comex, des équipes de leadership, parce que la culture, c'est un sujet de la boîte. Donc, voilà. Complètement. Et alors, du coup, je serais curieux de savoir, est-ce que tu fais un lien entre, quel lien tu fais entre la culture entreprise qui est en place et l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des collaborateurs? En gros, est-ce qu'il peut y avoir une bonne ou une mauvaise culture pour toi? Alors oui, c'est un peu une question piège parce que c'est tellement vaste le sujet de la culture d'entreprise. Mais oui, bien sûr, il peut y avoir un lien, c'est-à-dire que il y a des cultures d'entreprise qui vont plus aider à faire émerger des gens qui sont, tu vois, on parlait de sujets comme la communication, la transparence, l'alignement. Nous, on tient énormément à avoir à la fois deux valeurs qui sont hyper importantes, qui sont d'être capable de challenger n'importe qui dans l'entreprise et challenger le status quo, et en même temps de toujours faire du feedback de façon très bienveillante et avec empathie et bienveillance, par exemple. Donc oui, il y a des cultures qui aident. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on a les bons réflexes à titre individuel, ça va quand même vous aider quel que soit l'environnement dans lequel on est. Et c'est ça aussi qui est important. Et une même personne, selon qu'elle a plus ou moins confiance en elle, qu'elle a plus ou moins les bons réflexes, qu'elle est plus ou moins capable de faire face, d'être résilient, etc., va pas réagir pareil dans un environnement qui est, même si la culture est pas la plus empathique et bienveillante et propice à l'épanouissement. Alors, du coup, ce qui m'interroge, c'est est-ce que toi, parce que j'imagine que c'est une réflexion que tu as eue aussi, tu me parles de valeurs, etc., donc la culture que toi et tes cofondateurs, vous voulez mettre en place chez Thiel, avec tout le reste de ton équipe. Je peux pas imaginer que vous soyez, entre guillemets, les cordonniers les plus mal chaussés, tu vois. Donc, est-ce que c'est aussi un terrain où tu vas observer des choses et mettre en place des choses pour tester qui vont derrière nourrir ta réflexion sur l'accompagnement que tu es capable d'apporter à tes clients, et voilà. Enfin, comment toi tu gères ce rapport-là à la santé mentale, à la culture d'entreprise dans ta propre entreprise, et qu'est-ce que tu en retires en fait pour ton produit? Alors, c'est une super question. Déjà, nous, Merci. non, c'est vrai. T'as raison, c'est marrant que tu dises cette phrase des cordonniers les plus mal chaussés. Nous, c'est vraiment notre raison d'être. Si à un moment on devient les cordonniers les plus mal chaussés sur la question de la santé mentale, notre entreprise, elle a plus de raison d'être. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous, parce que c'est le cœur de la façon dont on réfléchit, dont on a construit notre entreprise, etc. Il y a une chose qui a été importante pour nous, en tant que cofondateur, et même si la boîte est encore très jeune, etc., c'est qu'on a réfléchi assez vite à nos valeurs et comment ça se traduisait en principe de management, comment ça se traduisait pour chacun dans l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors autant on se moque souvent des startups un peu à juste titre, qui écrivent partout leurs valeurs, qui en font c'est pas tellement en parler, plus les incarner dans des principes et des façons de voilà, des principes, des process, etc. Et donc nous vraiment on a réfléchi assez tôt aux valeurs qu'on voulait mettre en avant et ce qu'elles voulaient dire. Nos valeurs, c'est l'audace ou le courage, donc cette capacité à tu vois, pas s'arrêter quand on nous dit là là mais la santé mentale ça fait peur, parler plutôt que de bien-être, on peut pas, etc. Et comment ça se traduit en interne, c'est de vouloir toujours innover, de vouloir apporter des choses nouvelles, de pas s'arrêter quand on nous dit ah bah non c'est pas comme si, etc. et où la santé mentale ça fait trop peur, et ça veut dire aussi qu'on n'est pas satisfait quand c'est bien, on a envie que ce soit super et qu'on a envie que ce soit très bien. Il y a une valeur qui est l'humilité, donc qui parle un peu d'elle-même et qui veut dire aussi d'être capable de toujours se remettre en cause, de valider, de connaître nos limites, de valider tous nos choix avec des experts qui soient les meilleurs du marché, des choses comme ça. Il y a deux autres valeurs dont je t'ai déjà parlé un peu avant, qui vont ensemble, qui est d'être capable de challenger, de remettre en cause et
et directement en fait toutes les personnes. C'est une sorte d'exigence dans la communication qu'on accepte. Et alors autant en tant que cofondateur que tous les Oui, bien sûr. collaborateurs, d'être capable de se faire du feedback, voilà, et la bienveillance qui est vraiment super importante. Et ça, je pense que c'est voilà, c'est un, comme tu disais d'ailleurs, il y a une étude récente, je crois que c'est Harvard Business Review, qui a montré que la bienveillance et l'empathie, c'était une des meilleures qualités pour construire une entreprise robuste, résiliente, Tout à fait. et qui avait beaucoup de succès. Et ça, c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Donc déjà, il y a cette façon qu'on a eu de faire attention à nos valeurs, de les mettre en place et de se les rappeler. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, aujourd'hui, on est un peu plus de 10 collaborateurs, donc on est encore petit, donc il y a une Mhm. exigence de se faire confiance mutuellement, de pouvoir se parler, de communiquer, d'être transparent sur là où on est, là où on va, pourquoi on va, d'expliquer, etc. Et ça, je pense que c'est super important. Après, évidemment, tous nos collaborateurs ont aussi accès à TIL, Oui, bien sûr. accès à TIL, ça c'est sûr, et aussi pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs et qu'ils nous fassent les meilleurs retours, les meilleurs retours produits, etc. Mais mais c'est vraiment ça. Et je pense que ce en quoi on croit vraiment beaucoup, c'est à la fois le côté individuel et collectif de ça dans la culture. Et c'est aussi ce qu'on essaie de Hmm. transmettre chez nos clients, c'est de se dire c'est génial de mettre TIL, c'est encore mieux de réfléchir à collectivement comment on fait. Et nous, on essaie de les accompagner sur les deux, parce qu'en fait, ces deux piliers, ils sont essentiels si on veut vraiment adresser le sujet de la santé mentale. Hmm. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez fait, le fait que vous ayez travaillé sur ces valeurs aussitôt, etc., parce que je trouve ça génial. Mais juste un aparté sur la notion d'avoir mis bienveillance dans tes valeurs. Enfin, je trouve ça cool, parce qu'en fait, enfin, tu vois, c'est une partie de mon job ou des missions que je peux faire, justement, c'est d'aider mes clients à définir leurs propres valeurs. Et souvent, la notion de bienveillance ressort. Et en gros, la réaction, c'est quand même souvent, ah, c'est un peu gnangnan, la bienveillance, tu vois. Alors du coup, ouais, pourquoi l'avoir mis dans vos valeurs et qu'est-ce que ça, justement, au-delà de dire ouais c'est la bienveillance et on le met on l'affiche partout, bah, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, Alors, d'avoir bienveillance dans ces valeurs. ouais, et ben alors moi je trouve ça pas du tout tarte à la crème. Déjà la bienveillance c'est la seule qualité qui te permet aussi de challenger et de faire du feedback parfois qui est difficile en fait. Donc c'est aussi Hmm. ça va ensemble en fait. La bienveillance ça veut pas dire qu'on n'est pas exigeant, ça veut dire tout l'inverse, ça veut dire que c'est aussi grâce à cette bienveillance qu'on est capable d'être exigeant avec l'autre, mais ça marche aussi avec soi-même en fait. Tout à Quand fait. on est bienveillant avec soi-même, on accepte beaucoup mieux ses erreurs, on accepte de reconnaître quand on s'est trompé. Donc ça aide aussi vraiment à grandir concrètement. Et ce que ça veut dire en interne, ça veut dire aussi que bah on vient au travail, on est entier, on est soi-même, on s'intéresse les uns aux autres, on fait attention au quotidien que les gens se sentent bien dans la boîte, parce qu'en fait c'est eux qui portent, enfin une fois que tu lances ton concept, que tu as ta vision, etc., c'est grâce à ton équipe que tu scales, que tu Bien sûr. exécutes, que tu grandis et que tu réalises tes ambitions. Donc négliger la bienveillance, c'est aussi un peu se dire on n'est pas voilà, nous on n'est pas au bon endroit si on néglige la bienveillance. Mais franchement, le point que tu mentionnes et que je trouve super important, c'est de dire que c'est pas une bienveillance toute seule, c'est une bienveillance qui est aussi super exigeante et qui va vraiment de pair avec le fait d'être ambitieux, le fait d'être de se challenger, de se remettre en question, etc. Donc, Hmm. mais je trouve pas du tout que ce soit antinomique, bien au contraire. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, justement, pour revenir sur la notion de scaler, puisqu'effectivement, tu le dis, c'est grâce à ton équipe que tu vas scaler. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine. Là, il y a quelques mois, en mai, je crois, vous avez levé 2 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, avec des super investisseurs, enfin, Kima Isaïe, je crois j'ai cru voir qu'il y avait Thibaut Elliard qui avait mis Ouais, tout à qui avait fait. mis un billet aussi, Thibaut Elliard, donc Defenders, donc des très beaux noms qui ont investi dans Thiel. Alors, ça, en gros, ça va forcément marquer une étape de ton développement, avec une croissance qui va, entre guillemets, s'accélérer. C'est quoi les changements ou les difficultés, entre guillemets, que tu anticipes avec la croissance de l'entreprise, notamment d'un point de vue équipe et humain, et comment est-ce que tu planifies gérer ça, si c'est possible de planifier ça? Bah, d'un point de vue,
C'est marrant aussi ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est lié à la levée de fonds et effectivement c'est ce qui te permet d'investir, de scaler, d'investir dans le produit, d'investir dans l'équipe, et de donner corps en fait et de donner vie à la vision et aux ambitions. Donc, ça c'est évident. Après je prends aussi un pas de recul et je repense à des expériences que j'ai eues dans d'autres boîtes Mhm. auparavant dans des scale-up et c'est vrai que c'est super dur de garder. Alors c'est à des stades vraiment très différents parce que nous on est encore au tout début même si on va très vite. Mais à des stades différents, c'est vrai que c'est super dur de garder une culture d'entreprise Mhm. qui soit la même et qui s'incarne toujours quand t'es moins de 10, et puis plus de 50, puis dans les Mhm. boîtes où j'ai été, je pense notamment à Chauffeur Privé qui est devenu Captain, où donc on était plus de 400 quand j'ai quitté la boîte. Mhm. Et effectivement, c'est super dur. Et comment on fait? Bah, je pense que, en fait, déjà, il faut décider que c'est une priorité et que c'est important. Et c'est toujours un peu dur parce que ça reprend ce que tu disais au début, c'est qu'en fait, t'es aussi, faut pas se mentir, on est aussi plongé dans l'opérationnel, Bah dans bien le sûr, ouais. dur tous les jours, quoi. Donc, et donc faire attention à sa culture, faire attention à rester disponible pour l'équipe, faire attention à se dire, en fait, bah, il faut investir du temps pour reprendre du recul et se demander si on n'a pas fait des erreurs, comment on peut faire différemment, etc. C'est important. Donc je pense que déjà il y a un peu la question de euh, se dire un, il faut rester fidèle à sa mission. Deux, il faut décider que c'est une priorité de faire de ta culture de boîte et des gens qui la composent une vraie priorité et être un peu alerte sur le fait que oui, il y a un risque en fait de se perdre dans la croissance, quoi. Mhm. Et après, le dernier truc que j'ajouterais, c'est qu'en fait, ce que vous avez fait, de faire ce travail extrêmement tôt, justement, sur votre culture, vos valeurs, etc., bah, entre guillemets, ça te donne des bases sereines sur lesquelles tu peux construire. Et c'est beaucoup mieux de t'en rendre compte maintenant que de t'en rendre compte quand t'es passé de 10 à 50, qui est toujours un gros palier, enfin 10, 30, 10, 50. Où, en fait, entre guillemets, chaque nouvelle... Parce qu'effectivement, quand t'es 400, c'est d'autres challenges, mais quand tu passes de 10 à 50, chaque nouvelle personne que t'amènes, elle a un poids sur ta culture de boîte à titre individuel qui est beaucoup plus fort que quand vous êtes 400, quoi, on va dire. Exactement. Donc, si t'as pas fait ce travail-là avant, ta culture, elle peut très très vite changer, ce qui sera plus dur, parce qu'il y aura plus d'inertie après, quoi. Mais donc, ouais, il faut complètement aligné avec toi. Et, et, et que tu mentionnes un point qui est super important, qui est le recrutement. Et c'est vrai aussi que on met et on continuera à mettre beaucoup d'efforts sur le recrutement. Par exemple, pour chaque personne qui est recrutée dans l'entreprise, déjà le process est assez long et assez exigeant. On rencontre tous les quatre tout le temps Hmm. tous les candidats. On se pose vraiment la question de est-ce que cette personne va être heureuse et épanouie par rapport à la culture de boîte qu'on construit et qu'on a en tête. Est-ce que ces valeurs résonnent avec les valeurs de la boîte, etc. Parce qu'en fait c'est réciproque en fait, on se Bien choisit sûr. mutuellement, c'est pas et en fait les candidats parfois ils se rendent pas compte que Oui. voilà C'est pas un en examen. fait non, voilà, exactement. Et en fait, c'est super important de se demander, en fait, est-ce que cette personne, c'est la bonne personne pour nous aider à grandir, pour nous aider à scaler, pour être meilleur que nous sur un sujet où il ou elle va vraiment avoir un super impact, mais aussi est-ce qu'il va être heureux ou est-ce qu'il va être épanoui et est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir dans le cadre que nous on propose, même si on essaye de s'adapter, etc. Aux individus, bah il y a quand même une culture de boîte et ça on peut pas la changer, quoi. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et justement, enfin, un truc qui m'intéresse, c'est tu dis, aujourd'hui, on est tous les quatre, on voit encore tous les candidats, etc. On va parler juste après de tes ambitions pour Thiel, mais à un moment donné, ça va plus être possible. Enfin, j'imagine, tu vois. Mais si le jour où vous recrutez 1000 personnes par an, je te le souhaite, tu vois, comme ce qu'est en train de faire Mano Mano cette année, par exemple. Bah, aujourd'hui, je pense que Philippe de Chanville, il voit pas tous les candidats en entretien, quoi. Ouais, Euh, on changera peut-être, mais pas tout de suite. mais justement, mais derrière, ça pose la question, en fait, de ton rôle, toi, en tant que CEO. Comment tu le vois aujourd'hui? Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi être CEO de Thiel et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer dans les prochains mois ou années? Mmh. Ah ben alors déjà, je pense qu'effectivement, ça évolue, ça évoluera beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, il y a encore beaucoup d'opérationnel et de vision, etc. Il y a une chose qui est super importante chez nous, c'est que on a décidé de notre gouvernance et c'est un point fort de notre gouvernance de prendre les décisions à quatre. Donc on a écrit une gouvernance un peu comme nos valeurs Mhm. voilà assez tôt dans Ok. notre histoire de boîte pour prendre les décisions. Donc il y a un
quelques valeurs qui nous animent dans la façon dont on travaille tous les quatre, qui sont la confiance, l'ownership et prendre des décisions vite et le plus souvent collégialement. Donc ça pour nous c'est super important. Après en tant que CEO, je pense qu'il y a un rôle d'incarner la vision et la mission de la boîte et ça change pas. Ce qui change avec le temps, c'est plutôt que ta partie d'opérationnel elle diminue et aujourd'hui à 10 dans l'entreprise, voilà, on est encore je suis absolument tout. Voilà, c'est surtout ça qui va changer, je pense. Ouais, encore des beaux défis et des beaux challenges, quoi. Et du coup, si on revient sur le développement de Thiel en lui-même, tu vois, comment est-ce que tu as réussi à convaincre tes investisseurs, je te demande pas le pitch deck, mais de la scalabilité de Thiel sur un marché qui d'une part est quand même très nouveau en France. Enfin, quand tu tapes Citech, t'as pas beaucoup qui sortent à côté de Thiel. Et au-delà de ça, justement, est-ce que tu vas aller à un moment donné chercher cette croissance ailleurs aussi, à l'international, avec du coup ces conceptions totalement différentes dont on pouvait parler au début, quoi. Et comment convaincre? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'équipe des cofondateurs. Qui était importante, où on est très très complémentaires et on se connaît très bien. Deuxièmement, il y a le momentum de marché un peu. Comme tu dis, en fait, c'était un marché où en fait, quand tout le monde est convaincu qu'il est temps d'y aller, il est déjà trop tard. Donc en fait, là, c'était aussi un bon moment de marché où il y avait des bons premiers signes qui montrent que c'est le moment d'y aller, mais il est pas encore trop tard. Et une fois que tout le monde est convaincu que c'est le bon moment, c'est plus le bon moment. Ouais, donc il y a ça et ensuite c'était vraiment la vision produit en fait et la vision qu'on apporte vraiment quelque chose de nouveau dans la façon dont on aborde ce sujet, dans la façon dont on avait commencé à l'époque et où on a plus exécuté, je dirais maintenant, notre produit et dans cette vision de dire en fait il y a une place sur le marché pour un acteur qui est vraiment capable de déstigmatiser, de créer du contenu, de créer une machine de création de contenu et de mettre l'expérience utilisateur au cœur de la démarche pour créer des nouveaux réflexes liés à sa santé mentale. Et donc ça, c'était très important. Et après, la capacité à scaler, c'est vrai que ça vient aussi de l'équipe et de la façon dont on présentait notre vision. Et ça rejoint un peu ce que tu dis sur les next steps. Et oui, évidemment, de l'international, voilà, la croissance et l'international sans se perdre et sans perdre de valeur, quoi. Bien sûr. Et du coup, pour finir sur le sujet de l'international, tu disais au début de notre discussion que justement c'était quand il y avait des conceptions très différentes selon les pays en termes de santé mentale et du tabou qui peut y être associé. Alors, ça donne quoi pour toi? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus facile que d'autres, des pays où tu sais que tu iras jamais mettre Thiel parce que c'est pas possible ou non, parce que alors c'est l'audace, donc tu vas me dire que non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas mal de commencer par la France pour ça parce qu'on n'est pas très bien classé au palmarès de la façon dont on conçoit et dont on parle de la santé mentale. Mais c'est vrai que donc il y a vraiment c'est assez culturel. Il y a un sujet par exemple dans les pays nordiques ou qui sont beaucoup plus avancés sur la question et ça se voit, tu vois, quelque chose qui est assez fondamental, c'est la façon dont ils traitent les émotions, le rapport aux émotions, le rapport à tout ça à l'école dans la petite enfance par exemple. Pas du tout la même chose qu'en France. En France, on va jamais t'expliquer à l'école ce que c'est une émotion, comment tu la ressens, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle t'apprend. Ce qui arrive vraiment dans les écoles et dans la petite enfance, dans le parcours scolaire, je dirais, dans certains pays nordiques, par exemple, qui sont super avancés sur cette question-là. Je sais pas, par exemple, au Brésil, c'est vraiment très, très naturel d'aller voir un psy et tout le monde va le dire assez facilement, alors qu'en France, on en est encore à dire, ce serait peut-être bien de voir quelqu'un, ou a-t-il consulté un expert voilà, pas quelqu'un. Oui, bon, voir un psychologue. Et c'est marrant parce que je parlais
avec une amie DRH récemment qui me disait c'est marrant, il y a quelqu'un de mon équipe, un Brésilien qui vient d'être recruté et qui m'a dit désolé les mardis je pars à 17h parce que j'ai rendez-vous chez mon psy, donc je le mets dans mon agenda comme ça t'es au courant et tout. Et donc elle me disait j'ai trouvé ça à la fois ça très surprenant et super qu'ils disent ça, et je me suis dit bah c'est génial, c'est qu'effectivement bon c'est bien reçu et c'est pas étonnant que ça vienne d'un Brésilien parce qu'effectivement au Brésil tout le monde outre-Atlantique, plus en Amérique du Nord, pareil, c'est beaucoup plus libéré, etc. Donc on a quand même beaucoup de chemin à faire. Après, nous, on s'interdit pas d'aller dans un pays parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce que en l'occurrence, c'est le cas de la France, et je pense que c'est un super pays pour commencer justement pour ça. Et d'ailleurs, sur le sujet de la conception de la santé mentale, et alors là, c'est vraiment plus sur le côté maladie mentale, mais je trouve que c'est génial. Je te conseille, et je conseille aux auditeurs un bouquin que j'ai adoré de Jean-Victor Blanc, qui est un médecin psychiatre français, qui s'appelle Pop and Psy, et qui montre justement comment, à travers des exemples de la culture pop, à la fois comment, qui dépeint les maladies mentales à travers des exemples de la culture pop. Très cool. C'est super intéressant, t'apprends plein de choses, c'est hyper accessible, et ça permet de se rendre compte de plein de choses, voilà, de la façon dont on a une mauvaise compréhension de ce que sont les maladies mentales, de ce qu'elles sont pas, et de comment la culture pop a influencé la façon dont on conçoit et dont on considère la santé mentale. Hyper intéressant. Ouais, je pense qu'à titre personnel, je vais aller le chercher. Et effectivement, ouais, je mettrai le lien pour que tout le monde puisse aller regarder ça. Écoute, top. Un grand merci, Julia. J'ai une dernière question pour toi. C'est la question un peu traditionnelle de fin de podcast. Toi, aujourd'hui, en fait, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésite, qui a pas pris le temps et qui sait pas par quel bout prendre le chantier de sa culture entreprise, et du coup aussi le chantier de la santé mentale qui va avec, au-delà évidemment d'aller prendre un abonnement chez Thiel pour tous ses salariés. Eh ben, moi, je pense qu'il faut se poser la question de, quand on est je l'ai un peu déjà dit, mais quand on est à un moment où on est dans un changement de paradigme, en tant que CEO, en tant que leader, en tant que dirigeant, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de quel côté on a envie d'être. Et moi, je pense sincèrement qu'on est à un moment de changement de paradigme. Je me souviens d'une discussion avec un DRH qui me disait, oh là là, mais il y a 10 ans, j'aurais dit à mon boss qu'il fallait s'interroger sur la culture de l'entreprise, il m'aurait ri au nez, etc. Mais aujourd'hui, une boîte qui s'intéresse pas à sa culture, ça a pas de sens. Et qui me disait, moi, j'ai cette conviction que la santé mentale, c'est un peu ça aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quel est le rôle de l'entreprise et pourquoi, est-ce que c'est à elle de payer, etc. Alors qu'en fait, dans quelques temps, on se posera plus cette question. Et la question du rôle de leader, c'est de se demander, à quel moment on doit être aussi pionnier pour accompagner le changement et être chantre du changement plutôt que le ralentir. Génial. Écoute, je propose que ce soit le mot de la fin, Julia. Un grand merci à toi. C'était un vrai plaisir d'avoir cette discussion. Et plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler de Thiel. Merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside sur ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie.